Et je suis super content de te recevoir, Cyril. Franchement, c'est un honneur de t'avoir au micro de TPC. On a échangé pas mal et j'ai pu découvrir ton parcours qui est franchement impressionnant. J'ai hâte qu'on le partage aussi avec la communauté TPC. Il y a beaucoup de dev full stack, mais aussi des CEO, founders, PO, designers. Oh, c'est trop cool. Continuez à nous dire dans le chat ce que vous faites. Ça fait toujours plaisir de savoir un peu qui est avec nous aujourd'hui. D'autant que voilà, vos commentaires s'affichent en live et on va pouvoir prendre vos questions. On va pouvoir réagir ensemble sur les différents sujets. D'ailleurs, Cyril vient pour partager des avis qui ne sont pas, on va dire, les avis standards de la communauté tech. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, on va parler de comment être à cheval entre le produit, l'engineering, comment être sur de l'excellence, mais pas être sur de la production de produits qui sont toujours les mêmes. En résumé, comment faire exploser un peu toutes les règles qui sont communément écrites sur l'environnement de l'écosystème tech en France et ailleurs et bâtir vraiment des produits qui différencient sur l'expérience, sur le feeling et sur la valeur. Donc voilà, c'était le petit teasing avant d'attaquer. On aime bien chez TPC commencer par une petite revue de ce qui se passe en ce moment sur le marché de l'emploi. On est après tout une communauté de développeurs, de product, data, design, avec des gens qui changent tous les 2-3 ans de boulot, parfois qui restent plus longtemps, mais qui sont toujours intéressés de savoir ce qui se passe dans l'écosystème. Donc au programme, on va parler 5 minutes du marché de l'emploi et on va prendre ton avis aussi, Cyril, ce que tu vois toi depuis chez Amo. On va vous partager quelques ressources TPC qui pourront bien compléter ce live. Et puis, on va rentrer dans le sujet, comment vraiment faire péter toutes les règles et bâtir des produits qui défoncent. Mais du coup, voilà, la micro-intro sur le marché de l'emploi tech. Je te propose un jeu, Cyril. Moi, je te donne un peu ma vision là-dessus. Et puis, tu me dis si tu es d'accord, pas d'accord. Est-ce que tu vois des choses différentes? Est-ce que ça corrobore avec ce que tu vois chez Amo et autour de toi dans la communauté tech qui t'entoure? Ouais, pas de problème. Déjà, sur la scène tech, nous, on a 5 points là. Je suis en train d'écrire un article un peu de fond là-dessus et j'espère qu'il intéressera toutes les personnes qui peuvent s'intéresser à ce sujet. Ce qu'on voit effectivement, c'est un enlisement des levées sur le marché français. On est à moins 35% sur le S1, notamment sur les grosses levées au-delà de l'amorçage qui reste très dynamique. Voilà, c'est série B, C, D où ça coince pas mal. Et du coup, on a vraiment une diminution du capital. Il y a plein de facteurs. Il y a l'incertitude économique et fiscale, il y a le contexte macroéconomique, il y a l'exigence de rentabilité des VC qui du coup met pas mal de pression sur les founders pour voilà, un peu accélérer. Et donc, c'est un premier point. C'est un enjeu, c'est un impact sur les attentes et les opportunités sur le marché de l'emploi, on va pas se mentir. Il y a aussi tout un mythe, un narratif en ce moment sur les startups IA. On voit tous Lovable, Cursor qui font des 0 à 100 millions de revenus en quelques mois. Et on a l'impression, et vraiment ça vient de conversations avec des founders et leurs VC, en fait, les founders ont le sentiment d'être pressurisés pour suivre ce modèle-là qui, à leur sens, n'est pas forcément sustainable. Ça, là-dessus, je suis très preneur de ton avis, Cyril, juste après. Ouais. On a une ruée du coup sur les profils expérimentés de la part des founders parce que justement, il y a une aversion au risque en réalité à présent. Une aversion au risque, donc une volonté de plutôt d'onboarder des gens qui sont déjà experts plutôt que de prendre le temps de les former. Cette exigence de rentabilité, de revenus rapides fait que on n'a pas le droit à l'erreur et donc on va chercher des profils qui sont déjà un petit peu tailored, qui ont eu l'impact recherché, qui connaissent le secteur. D'où mon point 5, c'est l'obsession des founders pour l'expertise sectorielle, la technicité déjà prouvée, les hard skills. Et puis, on a un peu du coup cette disparition des rôles juniors confirmés actuellement dans le marché. Je pense que, dites-nous dans le chat si c'est ce que vous ressentez aussi, mais tous les juniors confirmés, à mon avis, vont dire que c'est difficile en ce moment. Et puis du côté des opportunités, ce qu'on voit, c'est que sur l'amorçage, il y a beaucoup de SaaS B2B verticalisés qui se développent, qui ont un nouveau playbook pour aller chercher plus vite de la rentabilité, du revenu. Et donc, ces projets cartonnent, recrutent du coup des founding edge, des first product, des founding designers, souvent du coup expérimentés, c'est ce qu'on disait, mais voilà, il y a de l'opportunité de ce côté-là. Si vous avez une expertise sectorielle,
utilisez-la. C'est pas le moment nécessairement de passer de, je sais pas, la santé à quelque chose rien à voir, l'e-commerce ou inversement. C'est plutôt une période où les boîtes sont attentistes et prennent pas de risques. Donc, si vous Ouais. avez l'expertise sectorielle, utilisez-la pour voilà, cranter et aller chercher un job qui correspond. Et puis, cet esprit builder, un peu hacker dont on va parler juste après avec toi, Cyril, je pense il est utile en ce moment. Mais je suis très preneur du coup de tes retours. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, Cyril? Merci Mathias déjà pour l'invitation, hein, parce que j'ai pas eu le temps de répondre à tes éléments dès le début. Non, il y a beaucoup d'éléments. Pour revenir un peu sur la scène tech, je dirais, je confirme un petit peu, enfin en tout cas de mon point de vue, l'enlisement d'élevé, mais je dirais même un peu plus loin. C'est l'enlisement de la liquidité aussi de l'autre côté. Je vois beaucoup moins d'exit, beaucoup moins d'IPO, beaucoup de boîtes qu'on attendait en IPO, en final repoussent un peu l'échéance. Et on se retrouve un petit peu à avoir des boîtes qui galèrent un petit peu à trouver de la liquidité, font un peu de secondaire quand c'est possible. Mais voilà, en tout cas, on ne retrouve pas clairement, moi, l'époque FAST, on va dire, il y a une petite dizaine d'années, à 8 ans, où il y avait vraiment beaucoup d'acquisitions. On entendait parler d'acquisitions presque toutes les semaines. Ouais, c'est clair. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, quoi. Donc, sur le sujet plutôt des rôles et des profils, clairement, en tout cas, moi, je confirme aussi aujourd'hui, ça devient, enfin, en tant que startup, nous, on regarde beaucoup plus les profils très expérimentés ou qui ont une expertise sectorielle dans notre secteur, évidemment. Et on va avoir de plus en plus de difficultés à trouver des rôles juniors qui peuvent correspondre à nos recherches, tout simplement parce que aujourd'hui, notamment avec les AI, on va avoir en fait des profils juniors qui vont avoir une très bonne maîtrise des outils AI, mais pas forcément avec la compréhension de ce qui back en fait, tout ce que l'AI, on reviendra peut-être un petit peu sur ce sujet dans le podcast, mais pas la compréhension de ce qui back en final, ce que l'AI a sorti. Et donc, en fait, ces juniors-là, ils sont très bons pour pouvoir sortir des projets et itérer rapidement sur des POC, on va dire. Mais dès qu'on arrive à quelque chose où on va avoir un petit peu de volume, on parle nous de millions d'active users, donc forcément on a des volumes importants. Ces profils-là, ils vont avoir beaucoup de difficultés à gérer ça parce qu'en fait, ce qu'ils mettent en place, en fait, ça marche pour 10, 100, 1000 users max par jour, mais pas plus. Et nous, on le voit vraiment, hein, ça devient très compliqué. On voit vraiment un schisme entre des gens très très expérimentés, du coup, qui ont une valeur très importante, et puis des gens qui sortent, qui sont beaucoup plus juniors, beaucoup plus, on va dire, intégrateurs, en plus, et qui, du coup, ont du mal à évoluer dans le monde, avec l'évolution de ce monde, et notamment avec les AI. Ouais, les intégrateurs, ou peut-être comment tu les appelles, on développera un peu ce concept Lego développeurs. Ouais, exactement, les Lego développeurs. Tu veux direct dans le sujet, ça y est. C'est ça. Je pense que dans 12 mois, soyez prêts, on parlera partout de Lego développeurs. C'est Cyril qui la coine. Peut-être juste pour décrire un peu cette expression, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est une expression que je m'étais un petit peu mis dans la tête il y a quelques années, mais à l'époque, je voyais beaucoup de développeurs qui sortaient et qui faisaient des interviews et qui, au final, quand on les interviewait, on se rendait compte qu'ils étaient très bons à aller chercher de l'info sur Stack Overflow, aujourd'hui maintenant sur Cursor et tout, mais au final ne faisaient qu'assembler tous ces morceaux-là, mais sans vraiment comprendre l'essence même de ce qui ressortait de ces briques élémentaires. J'ai même à un moment caricaturé, parce qu'en interne, on en avait beaucoup rigolé, j'avais dit... j'ai interviewé quelqu'un et c'est même pas un Lego développeur, c'est un Duplo développeur. Donc c'était vraiment... l'idée, c'est de se dire, en fait, aujourd'hui, de toute façon, c'est que des briques qu'on utilise au quotidien pour monter nos apps ou nos produits. Le truc, c'est qu'il faut quand même comprendre à un moment comment la brique fonctionne à l'intérieur si tu veux pouvoir sortir un petit peu de tout ce qui se fait, on va dire on a toujours fait comme ça, et ce que tout le monde, enfin voilà, si tu veux être unique, quoi, t'as pas le choix. Et en fait, on se rend compte que ces développeurs-là, qui ont vraiment cette capacité de rentrer dans la brique et potentiellement la restructurer ou faire sa propre brique, il y en a pas beaucoup, quoi. Il y en a vraiment pas beaucoup. Carrément. Et tu me diras un peu plus loin, on va en parler, mais comment devenir ce profil-là? Quels sont tes Ouais. conseils? Et effectivement, je peux que abonder sur le fait que si vous devenez ce profil-là,
vous n'aurez pas de souci à trouver du boulot sur le marché, en tout cas en early stage et dans des boîtes où vraiment ça bouge très fort. D'ailleurs, dites-nous dans le chat, du coup, un peu ce que vous pensez. Est-ce que ça vous parle, le concept de Lego développeur et est-ce que vous observez ça aussi dans vos organisations, qu'il y a des profils qui sont un petit peu trop carrés, on va dire et en attendant, je donne accès du coup à un peu notre bibliothèque de ressources tech. Je voulais vous la partager en 2 minutes. Je crois que Juliette va vous mettre le lien dans le chat si vous n'avez pas le téléphone pour flasher le QR code dans les 5 secondes. Mais concrètement, ce que vous avez là-dedans, c'est un peu tout le hub qu'on a construit avec les membres de la communauté, avec les contributeurs qui sont des profils un peu leader tech, leader product et design dans la communauté TPC. Ils nous aident à bâtir des ressources vraiment hyper concrètes avec du contenu qui soit vise à vous upskiller sur des sujets précis, soit à vous aider, par exemple, lorsque vous êtes en recherche de boulot. Il y a par exemple des études de cas Software Edge sur à peu près toutes les technos avec des corrections pour vous donner un petit peu une vision de la manière dont les boîtes testent et la correction et la vision justement de la boîte en question, de qu'est-ce qu'elle attend sur un test comme ça. Vous avez aussi des éléments pour négocier son package, des salaires dans la tech, notre étude sur 5800 membres de la tech française, et puis des use cases pour bâtir avec l'IA, avec le code et des éléments concrets, plein d'autres choses. Donc voilà, je vous laisse accéder si vous êtes intéressé. Et on passe à la suite. Dernier point aussi, tous les profils un peu seniors, funding, etc. sont hyper recherchés. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais vous n'avez pas forcément le temps de faire vos propres recherches, vous voulez accéder à des offres qui sont un peu off-market, nous, TPC, on est briefé par 800 boîtes tech chaque année pour justement trouver un peu ces profils rares qui correspondent exactement aux enjeux des boîtes. Donc, on bosse avec des beaux noms comme Back Market, Apple, mais aussi avec des startups early stage canonissimes dans la santé, en ce moment beaucoup évidemment dans l'IA, dans l'industrie, sur l'éducation, la fintech, bien sûr. Donc, voilà, si c'est un enjeu pour vous d'être matché de façon hyper précise, de ne pas perdre de temps sur des opportunités qui ne marchent pas, et en même temps, d'accéder à ce pool de types d'offres qui peut être assez dur à trouver. Je vous laisse à nouveau le QR code et il suffit de nous remonter vos critères. On vous dit si on a des matchs pour vous et on vous accompagne de bout en bout. Voilà, c'était un peu l'intro. Il est 12h15, on est plus de 100 rien que sur StreamYard. Je sais pas combien on est ailleurs, mais en tout cas, ça fait plaisir. On va pouvoir attaquer Cyril. Voilà, longue intro, mais c'était très cool. Et je suis content que tu aies pu partager un petit peu ta vision du marché. Il y a eu pas mal de réactions dans le chat. Peut-être commençons du coup par le commencement. Est-ce que tu peux dire aux gens qui ne te connaissent pas forcément les grands, les grands piliers de ton parcours tu es passé par des boîtes absolument légendaires, en tout cas dans la tech. Donc, attention avec les termes quand même. Ouais, ça veut dire quelque chose pour certains, en tout cas, les boîtes par lesquelles tu es passé. Mais je tease, alors je te laisse nous raconter un petit peu ta version. Ouais, bonjour, du coup tout le monde. Donc Cyril Mottier, j'ai commencé, on va dire, dans l'univers de la tech un petit peu il y a à peu près 15 ans, dans divers boîtes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais en tête quand tu as utilisé cette expression légendaire, mais des boîtes un petit peu comme Captain Train, je pense qui ont été connues, ou Zenly, qui a été racheté par Snap, plus récemment Gens de Confiance, et puis encore plus récemment Amo, où je suis encore en train d'exercer évidemment. Donc c'est des boîtes, je dirais, qui ont eu des succès, on va dire. En tout cas, si on considère qu'un exit est un succès, du coup, ils ont eu des succès, évidemment, puisque Captain Train a été racheté et maintenant connu sous le nom de Trendline. Zenly en a été racheté et on faisait partie du groupe Snap jusqu'à la fermeture de Zenly. Gens de confiance existe toujours. Je sais qu'il y a encore des gens qui sont de gens de confiance dans le chat, qui sont là. Et puis, il y a Amo, du coup, qui est une start-up qu'on a montée avec des anciens de Zenly, donc avec toujours cette approche de dire nous on est bon dans le social, on veut arriver à revoir toutes les apps utilitaires qui existent et de leur apporter un aspect social, parce que le messaging, il n'a pas évolué depuis 15 ans, la carto, elle n'a pas évolué depuis 15 ans. Tous ces sujets-là, c'est des sujets qu'on attaque du coup donc chez Amo. À titre plus personnel, on va dire, moi j'ai 3 casquettes. Je suis un ingénieur à la base, donc j'ai une formation d'ingénieur.
assez rapidement, en fait, j'ai grandi avec le mobile et donc ma carrière, elle est assez émaillée, ou en tout cas, elle s'est forgée avec le mobile. Quand je dis ça, ça veut dire engineering, parce que évidemment, il n'y avait rien au tout début du mobile. On faisait vraiment des apps qui étaient, un écran et point barre. Donc il n'y avait pas trop de complexité. Et donc, au fur et à mesure que le mobile grossissait, il y avait de plus en plus de complexité. Les teams grossissaient et le produit aussi grossissait. Donc, on va dire les 3 casquettes que je considère avoir, c'est 1, engineering, 2, produit, parce qu'il n'y a pas d'engineering sans produit, il n'y a pas de produit sans engineering, et puis 3, plus leadership, parce que comme je le disais, il y a une différence entre commencer un Instagram à 2 dans un garage et puis finir avec une app qui est aujourd'hui utilisée par un terrien sur 2 presque. Donc là, on a des équipes de développement qui arrivent plutôt de l'ordre de centaines, voire de milliers de développeurs sur une même application, ce qui n'était pas du tout le cas au début, quoi. Et donc, moi, j'ai grandi vraiment avec le mobile, on va dire, pour cette raison-là, quoi. Ouais, c'est dingue. Effectivement, c'est probablement, une succession de choix, extrêmement, bons pour arriver de cette app dans un garage à 2 personnes à, et du coup, il y a aucune place au détail, en fait, enfin, Exact. ouais, c'est, Ouais. et C'est un enchaînement de petits détails qui font le produit au final. C'est vraiment ça. Et évidemment, chacun de ces détails doit être designé, pensé, implémenté de la bonne façon pour que ça soit un succès, quoi. ouais, l'obsession, le perfectionnisme à toutes les étapes, et justement, enfin, rentrons directement dedans. Ouais, bien sûr. Je pense que beaucoup de gens viennent dans ce live pour comprendre comment est-ce qu'on crée des produits uniques, mais prenons peut-être le problème à l'envers. Est-ce que Ouais. tu peux me dire pour toi, pourquoi la plupart des apps aujourd'hui, et des produits se ressemblent, d'une façon, enfin, qui est un peu nulle en fait quand on dézoome, quoi? Ouais, en fait, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais je pense que c'est un signe aussi de maturité. C'est-à-dire que quand un environnement et un écosystème devient assez look-alike, c'est que globalement, il y a de la maturité et que les gens, ils sont arrivés dans un modèle où ils ont mis en place des systèmes qui uniformisent, qui unifient, mais qui du coup font que tout le monde se ressemble et personne n'est vraiment unique, quoi. Donc, si on remonte un petit peu, encore une fois, dans ma carrière, moi, c'est plus le mobile dont je vais vous parler pendant ce podcast. En fait, on a eu une rationalisation, une unification des interfaces utilisateurs et des expériences utilisateurs, déjà avec le fameux document, en tout cas, qui est la Bible des designers, notamment les Apple Human Interface Guidelines. Ensuite, on a eu Google qui a sorti ses Material Design Guidelines. Donc, tout ça, ça a été du travail des gros acteurs du monde du mobile, dont notamment Apple et Google, pour essayer d'expliquer les concepts, les cas d'usage de ces concepts, vraiment ces notions, voilà, juste de boutons, d'action sheet, de liste, etc. Et donc les gens ont rapidement embrassé, on va dire, embrace en anglais, désolé pour les anglicismes d'avance, pour faciliter leur développement. Mais du coup, ces frameworks qui ont une tendance à permettre d'uniformiser, ils ont une tendance aussi à fermer la créativité, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement bicéphale ou antagoniste, il n'y a pas le choix. C'est dès qu'on prend un framework, forcément, on va fermer un peu en créativité, mais on va aussi accélérer en termes d'implémentation et d'exécution, quoi. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, en tout cas de mon point de vue, et je vais peut-être être un petit peu caricatural en disant ça, mais moi, j'ai l'impression aujourd'hui que la plupart des apps, c'est juste des listes d'éléments, quoi, des listes de users ou des listes de texte, d'un email, des listes d'items, quoi. Et elles sont aussi souvent très statiques et on laisse de côté, en final, tout un pan qui est complètement ouvert à tout le monde, hein, qui est l'aptics, la vidéo, le motion design, le sound design. On peut aller beaucoup plus loin avec toutes ces choses-là. Et souvent, en fait, les apps, vu qu'il n'y a pas ça dans les frameworks, en fait, les frameworks, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur le visuel, les layouts et un petit peu l'interaction, mais pas tant que ça, pas vraiment des interactions qui sont très poussées. Quand je dis interaction, c'est vraiment avec des gestures, swipe up. On a peut-être le pull to refresh qui est devenu quelque chose qui est rentré dans le genre de framework, mais on n'a pas quelque chose de beaucoup plus évolué que ça, quoi. Et donc pour moi, c'est un petit peu ça qui fait qu'aujourd'hui toutes les apps se ressemblent. C'est la facilité, et aussi parce que souvent il y a aussi des questions de coût, hein. Je veux dire, c'est la facilité, mais aussi parce qu'on ne veut pas, une marque, elle va pas vouloir mettre plus de
plus de temps, d'euros dans l'implémentation de son produit. Et du coup, ce qui ressort de tout ça, c'est en effet des apps qui, selon moi, se ressemblent toutes, quoi. Ouais, carrément, il y a eu un mouvement de standardisation massif. Ouais. Et en vrai, tu l'illustres sur le mobile, mais c'est exactement pareil sur le web design, les produits web app, Ouais. évidemment les apps mobiles. Il y a Oui. eu probablement un impact positif sur le niveau Oui, moyen finalement de design, mais du coup, clairement. c'est devenu très très difficile de se démarquer. De Et, stand-up. Ouais. ouais, et du coup, ce que vous avez fait avec Amo et peut-être avec Zenly déjà avant, c'est de prendre finalement un contre-pied total sur tout ça. Comment est-ce que vous avez ça s'est passé comment typiquement, tu vois, les débuts d'Amo où vous vous êtes dit ok, bon bah, enfin, est-ce que vous avez conscientisé le fait que le marché des apps mobiles était devenu ultra standardisé et qu'il fallait casser ça, ou ça s'est fait plutôt dans la Alors, ouais, enfin, pour nous, c'était complètement naturel. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré qu'on voulait faire les meilleurs produits mobiles. Et faire les meilleurs produits mobiles, pour nous, ça veut dire, en effet, sortir un petit peu des sentiers battus et de se dire, je vois pas l'existant ou les standards comme étant en fait mes garde-corps, on va dire, ou c'est pas ça que je dois suivre. Nous, on doit suivre quelque chose qui, on pense, peut aller beaucoup plus loin que ça et en fait dépasser tout simplement ces barrières un petit peu que Google ou Apple ont pu mettre et ce qui est normal, hein, enfin, je veux dire, encore une fois, pour moi, en effet, c'est pas mal, hein, qu'Apple et Google aient fait ces frameworks là pour cadrer, parce que, et encore, étant plutôt Android user, à l'époque, Android, il n'y avait aucun design system. Donc, le fait d'avoir un petit peu fermé à ça, heureusement qu'ils ont fermé et ça permet de standardifier des apps. Le problème, c'est qu'en effet, aujourd'hui, dans les faits, la seule différence entre une app ou une autre, c'est en gros la couleur, l'icône, mais c'est vraiment très visuel, il n'y a rien d'autre, quoi. Gabriel réagit justement là-dessus en disant concrètement, c'est quoi la plus-value d'un craft à la Amo? On imagine le niveau d'effort que ça demande de sortir du standard aujourd'hui. Et il dit clairement le craft est Ouais, fou. en effet. Quelle est la volonté derrière? Est-ce qu'il y a un ethos? Il y a un spirit, une volonté particulière, un objectif? Nous, clairement, on le voit clairement, déjà, ça change complètement la rétention, ça change aussi l'acquisition, hein, parce qu'en fait, c'est le genre de word of mouth, en fait, après, qui se passe automatiquement quand tu as une expérience où tu es juste waouh dès le début de l'app, parce que tu n'as jamais vu ça. C'est quelque chose que tu vas forcément partager. Alors, c'est très compliqué à traquer pour nous, mais on le voit. En fait, on voit vraiment, quand on fait des user tests, les gens sont juste waouh, ils disent j'ai envie de partager ça tout de suite à mes meilleurs potes et tout. Et donc, du coup, ça a de la valeur juste pour ça. On le voit aussi sur les réseaux sociaux où on va avoir des fois des tweets de gens qui sont juste in love de ce qu'on fait, et donc qui partagent et qui spread un petit peu le produit, juste parce qu'ils n'ont jamais eu une expérience utilisateur aussi cool sur mobile, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu dirais qu'il y a une méthode AMO pour arriver à déplier ce playbook, justement? Est-ce qu'il y a un playbook? Comment est-ce que Je, vous avez bâti des méthodes pour Je sais pas sortir des s'il y a une standards? méthode. Clairement, il n'y a rien de formalisé parce qu'on n'a pas le temps de formaliser quand on est dans une startup. Il faut deliver, tu vois. Ouais. Mais globalement, si je devais trouver un petit peu des exemples qui montrent que, enfin, toi, qu'on a essayé toujours d'éviter le piège de la standardisation et de dépasser un peu ces barrières, c'est sur plusieurs niveaux. Déjà, la première chose, moi, qui vraiment, il n'y a que chez Zenly et chez Amo où j'ai vécu ça, c'est de vraiment couper le design process de l'engineering. Il y a beaucoup de boîtes que je connais où on va souvent avoir une approche très pragmatique et très terre à terre du produit. Quand je dis ça, ça veut dire que l'engineering va être involve dans les décisions et donc forcément va mettre des barrières d'un point de vue possibilité, technicité. Est-ce qu'on est capable d'implémenter ça? Est-ce qu'on a les skills en interne même pour implémenter ça, toi? Et du coup, ça ferme un peu le design process. Chez Amo, on a vraiment cette idée de se dire, on va essayer de faire le design process en étant assez coupé de ce pragmatisme, donc sans vraiment trop discuter avec l'engineering. À ce moment-là, je le répète parce que j'ai vu un tweet cette semaine où quelqu'un disait qu'on parlait pas du tout entre les designers et les ingénieurs. C'est évidemment très faux. Mais en gros, le design process, il va plutôt se passer en mode, j'ai une feuille blanche, idéalement sans bordure, même avec un canevas infini, et puis je design, quoi. Et après, on va plutôt passer dans un mode où on va donner ça à l'engineering. L'engineering va regarder. Souvent, on est en mode waouh, ça va pas être facile, mais en final, ça change le mindset complètement de l'engineering pour être problem solver voilà, d'une idée, d'un concept,
plutôt que de venir mettre des barrières dès le début sur un design process qui vont fermer et rendre standard, en fait, tout simplement ce que tu es en train de créer, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où moi je trouve qui est game changer d'un point de vue product ideation et qui favorise complètement ce côté sortir un peu des standards. La deuxième chose qui est pour nous super important, mais ça paraît peut-être une tautologie quand je le dis, hein, mais nous on est une boîte mobile first et on n'est pas juste mobile first comme beaucoup de boîtes disent mobile first. On est vraiment, on a que des produits mobiles. Tu vois, on a un peu de site web, mais c'est pour faire de la communication autour du produit mobile. On n'a pas d'usage web à proprement parler. Ça pourra peut-être changer à l'avenir, mais en tout cas, on est une boîte qui s'est construite sur le mobile. Et donc, pour nous, mobile, ça veut dire beaucoup de choses. Tu vois, ça veut dire offline first, ça veut dire petit affichage, ça veut dire interaction model qui n'a rien à voir, ça veut dire real time, tout est real time. Et donc, ça, forcément, ça change aussi l'interaction que tu vas, et l'implémentation de ton produit et comment tu peux créer ton produit. Mais ça, c'est triste à dire, mais juste en pensant ça, je pense que tu es dans les 20% des meilleures apps, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'apps aujourd'hui. Je l'ouvre. À chaque fois que je l'ouvre, il y a un loader qui me dit tiens, je vais regarder ce qu'il y a sur le serveur. Je récupère les datas du serveur et j'affiche ça. Mais en fait, ça, c'est du web. Enfin, toi, moi, ce que je veux, c'est j'ouvre l'app, même si j'ai en mode avion, et je veux qu'elle fonctionne, quoi. Ouais. Ça paraît logique pour beaucoup de gens, mais en fait, ça ne l'est pas dans beaucoup de cas des apps, quoi. Et si on n'avait pas ça, je te donne un exemple, mais imagine tu ouvres Telegram, WhatsApp ou peu importe ton messaging system, il ne marche pas parce que tu n'as pas le réseau. Non, en fait, ce que tu veux, ton intention, c'est d'envoyer un message. Tu mets ton intention, tu écris ton message, tu fais envoyer, et après, l'app, elle doit faire tout ce qu'elle peut. Elle va vraiment faire tout ce qu'elle peut pour envoyer ce message dès qu'il y a du réseau, en background. Voilà. Dès qu'il y a du réseau, elle va essayer de le faire. Et toi, tu la trustes pour ça. En fait. Tu as donné ta trust parce que tu sais qu'elle va réaliser ton intention. Et il y a beaucoup d'apps, malheureusement, c'est pas ça. Franchement, je vous mets au défi. Tu ouvres une app, tu me mets en mode avion, et puis bon courage pour l'utiliser, quoi. Donc ça, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment vital. Et donc ça a évidemment un gros impact sur l'engineering, puisque tout est pensé en mode real time, offline first, etc. L'autre chose aussi qui est pour moi un petit peu peut-être une marque d'amour, c'est en fait, nous, on se considère donc un éditeur, voilà, on fait des apps autour du social, mais on a quand même une approche très gaming. C'est-à-dire qu'on trouve que dans le mobile, il y a quand même une industrie qui pousse vraiment les curseurs et qui sort des standards, c'est le gaming. Voilà. Tout simplement parce que dans le gaming, tu as envie d'avoir une expérience très immersive et tout. Et donc, nous, on va essayer d'être entre l'utilitaire, donc qui est censé être fast interaction, assez rigoureuse en termes de UI et de layout, etc., et d'interaction, et le gaming qui, lui, va être vraiment généralement complètement unique. Tu ouvres un jeu, tu en ouvres un autre, il n'y a rien à voir entre les deux, quoi. Et donc, du coup, on va attaquer toutes les palettes d'interaction possibles. Comme je le disais un petit peu au début, il y a vraiment évidemment le visuel, mais il y a tout ce qui est autour du motion design. On va jouer aussi beaucoup sur l'haptics. On va jouer aussi beaucoup sur le sound design. Donc, dès que tu envoies un emoji, hop, il y a un son associé à chaque emoji. Haptics, je peux te donner un exemple. On a par exemple un truc qu'on appelle le edge zoom. Donc, quand tu es sur la carte, tu peux mettre ton doigt sur le bord de l'écran et slider comme ça. Quand tu es tout en haut, c'est zoomé à fond. Quand tu es tout en bas, c'est zoomé au minimum. En fait, on s'est dit, tiens, on va faire un truc un peu sympa. C'est que quand tu scrolles, on va faire un peu un tic comme si tu avais une espèce de roue crantée. Et donc, tu fais un petit tic comme ça avec l'Haptic Engine, là, et ça change complètement l'expérience parce que tu as un retour haptique de ton interaction avec le device, quoi. Beaucoup de trucs autour de la vidéo pour avoir du motion design. Enfin, voilà, on va vraiment utiliser toute la palette d'actions possibles et pas juste le visuel, quoi. Canon. Et il y a énormément de réactions là de ce que tu es en train de dire. Donc, c'est bien parce que ça nous amène vraiment à. On va zoomer vraiment dans ce que tu dis, notamment sur la dimension technique. Tu vois, Gabriel qui disait. Lui, il voit mal comment, tu vois, à part en recherche fondamentale, un développeur, il a besoin de connaître la recette du ciment, quoi, très basiquement. Et justement, ça nous emmène vraiment dans le sujet du mindset tech et puis effectivement l'organisation de travail que vous avez, répondre aux problématiques techniques, partir de l'idée, et je comprends du coup que c'est le designer, c'est plutôt l'équipe design qui va poser des ambitions
et vraiment poser une vision. Et derrière, l'équipe tech va collaborer pour résoudre des enjeux techniques hyper profonds. Et c'est là peut-être, ça répond à la question de Gabriel sur le pourquoi et pourquoi est-ce que c'est nécessaire tout ça. Je sais pas si tu veux expliquer un peu plus. Alors attends, parce que j'ai pas vu, j'ai vu Je plusieurs vais la questions mettre de en. Gabriel. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, ok. La plupart des apps actuelles sont surtout des assemblages de briques ou de. Alors oui, enfin, peut-être on revient sur le Lego Developer. Il y a une grande partie où en fait on vient pas résoudre des problèmes qui ont déjà été résolus. Hein. Je veux dire, on va pas réimplémenter un zip, on va pas réimplémenter la façon de faire de l'internationalisation. Enfin, toi, toutes chez Soja, évidemment, on les réinvente pas. Par contre, je peux donner un exemple, mais dans le cas de Bump, donc qui est une de nos deux apps qu'on fait chez Amo. Bumps, on a une carte. Vraiment, c'est quand tu ouvres l'app, il y a une carte qui est affichée et tu vois tous tes potes en temps réel sur cette carte. Par défaut, en fait, le choix assez logique quand tu es sur iOS, c'est de prendre évidemment MapKit, donc un fond de carte géré par Apple. Et puis sur Android, c'est d'utiliser Google Maps, Android SDK, qui sont des frameworks fournis par Google et Apple, mais qui, comme tout framework, vont avoir une tendance à fermer et à rendre ton app en fait classique par rapport aux autres, quoi. Nous, on veut aller beaucoup plus loin sur la carte. Donc, on n'a pas le choix. À un moment, en fait, je vais donner un exemple, mais dans le cas d'Android, on est incapable, en fait, le framework qui ne permet pas d'avoir des annotations sur la carte donc, qui sont animées. C'est juste pas possible. En fait, le framework ne permet pas de faire ça pour des raisons techniques. La plupart des gens, en fait, vont se limiter à ça, vont dire, non, en fait, c'est pas possible, donc je vais pas aller plus loin. Nous, en fait, on va vraiment changer ce mindset-là. On va dire, le produit, il veut ça. En tant qu'ingénieur, on doit trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on fait? En vrai, aujourd'hui, on utilise Google Maps juste pour le fond de carte, mais tout le reste, en fait, qui est dessus, on le dessine nous-mêmes. Donc, on a fait toutes les maths de projection pour pouvoir afficher ce pin au bon endroit en fonction du tilt de la carte, en fonction de comment tu as rotate la carte, comment tu fais tout un algo de clustering, tu vois, parce que si tu as 3 personnes qui sont au même endroit, tu vas pas afficher tous les pins les uns sur les autres. Donc, vu d'un point de vue user, ça n'a pas de sens. On va avoir un collapse, un système de collapsing et de priorisation de l'ami sur lequel tu es probablement plus proche pour qu'il soit visible, alors que les autres, tu pourras les voir que si tu zoom in. Tout ce genre de système, c'est pas fourni par Google, c'est pas fourni par Apple, on n'a pas le choix que de les construire nous-mêmes, et donc ça demande forcément un petit peu, c'est ce que je dis là, on n'est plus dans le Lego développeur qui aurait considéré Google Maps comme une brique de Lego et qui n'aurait pas été plus loin. Nous, on est obligé de se dire, en fait, Google Maps, c'est bien, mais en fait, nous, à part le fond de carte aujourd'hui, ça ne nous fait rien de bien. Donc, on va aller beaucoup plus loin, quoi. Donc, c'est là où tu dois diguer vraiment sur la profondeur technique, les possibilités, comment est-ce que tu prends des raccourcis. Ça nous amène un petit peu au sujet, l'approche que tu appelles Smoke and Mirror, qui consiste à créer des expériences un peu bluffantes, même si techniquement, elles contournent un peu toutes les limitations natives. Tu as donné un exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres un peu iconiques sur Bump ou les autres apps peut-être que vous aviez fait chez Zenly ou qui illustrent vraiment cette approche-là, Smoke and Mirrors, avec peut-être le détail justement du switch technique que tu as pu employer pour contourner un peu des limitations classiques d'app? Ouais. Le smoke and mirror, en fait, c'est vraiment, c'est une expression un petit peu qu'on utilise dans le monde de l'engineering, c'est-à-dire que souvent c'est un jeu un petit peu de magicien, quoi. On va concentrer l'attention sur l'assistant ou l'assistante qui tourne la boîte sur la scène, quoi. Pendant ce temps-là, le magicien il est en train de faire un truc à côté et c'est là que tout se passe, quoi. C'est un peu ça quand on fait de la UI, c'est beaucoup ça. Je donne des exemples, mais souvent pour des raisons techniques, animer ou faire des transitions inter-écran où tu vas avoir ce qu'on appelle une hero transition. Donc, tu as une image qui va scale pour aller à un autre endroit sur l'écran d'après. Ça fait des transitions qui sont très cool parce que ça rend la transition d'un écran A à un écran B complètement naturelle. Tu vois vraiment l'élément qui passe à l'écran B. Souvent, le problème de ça, c'est que si tu as une image, ça se fait bien, mais si tu as des choses un peu plus compliquées d'un point de vue engineering, donc des hiérarchies plus profondes, des choses en termes de rendu qui sont un peu plus compliquées, ça va juste pas être possible d'un point de vue performance, parce qu'en fait, le device, il va être à genoux à essayer de faire chaque frame de ton animation. Et donc, généralement, on va avoir là une technique de smoke and mirrors qui va être de dire, vas-y, je fais un screenshot de l'état de départ, un screenshot de l'état de fin, et puis je vais faire un fading. En fait, je vais commencer à déplacer les deux avec l'état de début qui commence, et puis au milieu, je fais un petit fading, et c'est l'état de fin qui termine, quoi, l'animation.
Ça, c'est typiquement une technique de smoke and mirrors et qu'on va utiliser, mais alors pas tous les jours, mais pas loin dans l'engineering, parce que sinon, en fait, c'est juste pas possible de render de façon parfaite et correcte ce qu'on pourrait voir dans un Figma, par exemple. Dites-nous effectivement si c'est des trucs que vous utilisez aussi sur vos produits, pas forcément mobile d'ailleurs. Je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui bossent probablement sur des web apps. Ça m'amène un petit peu au sujet suivant qui est, en fait, toi, tu crois énormément à ce profil hybride entre le produit et l'engineering. Est-ce que pour toi, du coup, le Lego Dev et le PM standard sont dead? Est-ce qu'ils sont morts, ces deux profils, ces deux métiers à moyen terme? Alors, ça dépend ce qu'on entend par PM, parce que je pense qu'il y a plusieurs définitions de PM, tout comme il y a plusieurs définitions à chaque fois de chaque titre d'ingénierie. En tout cas, le Lego développeur tel que moi je l'entends, mais peut-être que, encore une fois, cette définition, elle est très personnelle et c'est pas quelque chose qui est standardisé dans l'industrie. Je pense que ça va être de plus en plus compliqué parce qu'en fait, des outils comme Codex, Cursor, Echo font que le Lego development, c'est justement ce que fait très bien l'AI aujourd'hui. Donc, je pense que ça va être plus compliqué pour eux et que la valeur, elle va être en effet d'en monter des systèmes qui peuvent scaler, monter évidemment c'est ce que moi je pense qu'est l'engineering contrairement au développement par exemple, c'est de penser un système dans le temps et l'évolution de ce système, quoi. Et c'est vraiment la différence, c'est de pouvoir faire quelque chose qui évolue dans le temps et que même si tu touches pas, dans 20 ans, ça continue de fonctionner super bien, même si ça a scale par 10, quoi. Le côté PM, par contre, je suis moins encore. En tout cas, je trouve que l'AI va venir nous aider beaucoup dans tout ce qui est data analysis, dans tout ce qui est définition potentiellement d'une story. Voilà, ça peut aider, mais je suis pas encore tout à fait convaincu que c'est un métier qui va disparaître totalement. Je pense qu'il va peut-être se recentrer sur d'autres verticales, d'autres points importants, mais aujourd'hui, je le vois un petit peu moins disparaître à court terme, contrairement potentiellement à Lego Developer. Chez Amo, il y a un trio product avec Dev, PM, Designer. Comment ça marche? Est-ce que c'est comme ça que vous êtes structuré? Ouais, c'est une bonne question. En fait, chez nous, c'est ça qui est c'est un peu ce que je te disais au début. Je considère qu'on a plutôt après, c'est très personnel et je pense que si je demande en interne, ils diront non, moi je suis plutôt product. Mais en tout cas, par rapport à mon expérience que j'ai pu vivre dans d'autres boîtes de produits, je trouve qu'on a plutôt des designers que des products au sens PO. Tu vois. Donc, en fait, aujourd'hui, on n'a pas de PO. Aujourd'hui, c'est les designers font tous les engineers. Exactement, et c'est l'engineering qui va s'occuper du project management. Donc, le ticketing, la user story, tout ça, c'est vraiment l'engineering qui s'en occupe jusqu'à l'implémentation et jusqu'à la release. Ça va être l'engineering. Évidemment, le produit va être là sur tout ce qui est plutôt créativité, user test, data analysis. Il y a toujours évidemment cette partie-là. Mais je trouve que on a quand même on est quand même plus orienté où le curseur il est vraiment très design. Et côté product, alors que côté engineering, on va avoir vraiment côté implémentation, le curseur plutôt côté implémentation et côté évidemment project management, quoi. On n'a pas vraiment cette notion de PO aujourd'hui. Donc pour résumer, en fait finalement c'est un duo où le designer il a toute la dimension créative et un peu l'inception et peut-être la discovery du produit, du scope produit. Et l'engineer, il a la dimension vraiment technique, gestion du projet, gestion de projet versus product management, mais vraiment plutôt, comme tu disais, ticketing, delivery. C'est ça. Peut-être finalement la discovery est côté designer, la delivery est côté engineer, et ça fonctionne en duo, c'est un peu ça? Exactement, ouais, c'est ça. Il y a plusieurs raisons pour ça, c'est que et ça a aussi plusieurs conséquences, hein. Ça veut dire qu'il faut trouver des ingénieurs qui sont très rigoureux, très cadrés, etc. Mais une des premières conséquences de ça pour nous qui est positive, c'est qu'on réduit les intermédiaires et donc du coup on augmente la vélocité et idéalement la delivery, parce que je rappelle quand même qu'on est une startup. Voilà, même si on a des fonds, on a levé quand même pas mal dans les 2 dernières années, ça n'empêche pas qu'à un moment, il faut aussi deliver pour montrer notre capacité à exécuter. Et donc, du coup, en enlevant des intermédiaires, du coup, on maximise cette vélocité parce que je pense qu'il y a toujours un peu de friction avec ça. Donc ça c'est vraiment un des points principaux. Et deuxièmement, en fait, on se rendait compte, à chaque fois qu'on a tenté aussi, hein,
n'est pas complètement aveugle à tout ce qui se passe dans l'industrie. Mais chez nous, ça marchait pas très bien parce que ça mettait vraiment beaucoup de friction et surtout, il y avait une difficulté de communication d'un point de vue project management. C'est-à-dire qu'en fait, l'engineering préfère directement gérer lui-même de bout en bout l'implémentation de la feature et en même temps, ça laisse cette latitude complètement au design qui va vraiment arriver avec des Figma. À chaque fois, d'un point de vue engineering, je suis en mode ok, ça va être chaud, comment on va faire? Et donc, tu te prends vraiment la tête et c'est ce que moi, j'aime dans l'engineering parce que si c'est pour refaire des écrans que tout le monde a fait, quel intérêt? Clairement. Et tout ça avec un niveau d'exigence, et tu le dis souvent quand on discute, mais rapidité, mais toujours avec le même niveau de qualité. On va en parler juste après, mais il y a Pierre-Marie qui déjà te demande, tu vois, comment est-ce que tu peux amener cette culture dans ton entreprise pour tous les founders et les équipes qui justement peut-être envisagent de passer sur un duo comme ça ou avoir cette culture-là où l'engineering est super honneur sur la partie delivery et le design super honneur sur la partie discovery. Il y a des recommandations, des conseils que tu leur donnerais? C'est une bonne question. En tout cas, je pense que c'est ce concept d'extreme ownership. Donc, il y a un bouquin que je vous conseille d'ailleurs, Extreme Ownership. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment complètement agnostique de l'engineering ou du product. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a chez nous. On veut des gens ultra exigeants, mais en fait, ça vient forcément avec de l'extreme ownership pour nous. Et c'est un petit peu ouais, enfin c'est un sujet pour nous qui est super important. C'est pour ça aussi qu'on est si à fond sur le dogfooding, si à fond sur la feedback loop rapide, parce que du coup, on pense que quand tu as un extreme ownership, forcément, le produit, c'est que positif pour le produit, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, vous n'avez pas de rôle, pas de titre hiérarchique chez Amo, c'est important de le souligner. Toi, tu as été CTO chez Gens de Confiance, tu as connu les titres. Aujourd'hui, tu es ingé. Oui, exactement. Software engineer. Pourquoi? Alors ça, c'est un parti pris assez important. En tout cas, je sais pas si ça marchera. En vrai, je pense que ça ne marchera pas sur le long terme. Si la boîte, on est 500, je pense que les gens, ils voudront forcément un petit peu un career ladder, un gros framework ou whatever. Enfin, je suis très coutumier de ça. Mais pour nous, c'était une approche assez radicale qu'on voulait vraiment prendre pour se baser en fait sur l'essentiel, se concentrer sur l'essentiel, parce que mon expérience personnelle, c'est que en mettant en place ça, il y a une tendance à focus son attention sur ce genre de career ladder plutôt que sur ce qui est vraiment essentiel pour une startup, c'est-à-dire bâtir, innover, construire, juste faire en fait, tout simplement. Et donc on revient un petit peu à la startup, la définition même d'une startup, quoi, c'est-à-dire forte croissance, et s'il n'y a pas de croissance, on n'est pas compétitif en fait. Donc si on n'est pas compétitif, en fait, on n'a pas de marché, et si on n'a pas de marché, voilà, la boîte n'existe plus. Donc c'est notre raison d'être. Je pense que c'est très très lié aussi à encore une fois, à des expériences personnelles où je trouvais que c'était peut-être prendre les choses à l'envers, que d'aller imposer un titre à un nouvel arrivant plutôt que de le laisser prendre sa place naturellement. Parce qu'en fait, si on prend quelqu'un qui est un staff engineer, l'imposer comme staff engineer, est-ce que c'est vu comme correctement vu des autres? Pas certain. En fait, dans les faits, ce qui se passe, et on le voit, on va recruter tout le monde en software engineer et automatiquement, si la personne a plus de leadership que les autres, si elle a plus d'expérience que les autres, si elle a plus de capacité à emporter les gens que les autres, elle prendra cette place naturellement et pas besoin d'avoir un titre qui est très égocentrique, je trouve, un petit peu. Donc c'est une approche très, très particulière, mais qui marche bien jusqu'à maintenant, en tout cas chez nous. Et d'ailleurs, parlons un petit peu de cette culture ultra exigeante que vous avez. Il n'y a pas de titre, donc ça veut dire qu'il y a dans l'équipe tech des gens qui ont un niveau de seniorité très haut, des expériences internationales, on peut dire d'élite dans la tech, mélangées avec des personnes qui sont un peu plus seniors, enfin un peu plus confirmées ou seniors, mais moins élevé, ça fait un espèce de mélange des genres, ou peut-être que du coup il y en a certains qui crantent, mais quels sont un peu les éléments d'ADN qui font que tout le monde est ultra exigeant avec lui-même et poussé à aller chercher plus haut en permanence? Ouais, alors déjà, peut-être pour bien comprendre le contexte, typiquement, je crois que chez nous, on a 31 nationalités. Non, 31, c'est la moyenne d'âge, je dis des bêtises. Je crois que c'est 16 nationalités. Donc déjà, on est une équipe très internationale. La moitié des gens
parle pas français déjà de base, donc tout se passe en anglais. Donc déjà, juste avoir un contexte international, je trouve, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est un peu... j'ai presque fait que ça dans toute ma carrière, mais je trouve que ça apporte forcément un point de vue différent, une approche du métier qui est différente, et surtout, ça a une tendance à remonter la baseline. Enfin, la barre, elle est plus haute forcément parce que tu as des gens, tu te confrontes pas à un marché franco-français, tu te confrontes à un marché mondial, et donc forcément, quand je dis marché, c'est aussi bien pour nous d'un point de vue user que d'un point de vue recrutement, et donc forcément, en fait, ça tire vers le haut, quoi. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a un process de recrutement qui est vraiment en effet en 2 axes, qui est en vrai pas facile à décrire ou pas facile à tester, mais Ouais, on va très tester chaud. 2 choses. Comment Amo recrute des legends? Eh ben déjà, donc il y a tout un travail évidemment de chasse. Donc on fait tout en interne déjà pour gérer un petit peu notre marque employeur. 2, parce que en fait généralement quand tu fais intervenir des cabinets, ils vont plutôt être sur un marché. Et nous en fait on n'est pas sur un marché. On a beaucoup de gens de Russie, on a beaucoup de gens, de Chine, on a des gens, voilà, on a un peu de partout. Et donc du coup, forcément, à trouver ces gens qui sont capables d'attaquer un marché mondial, c'est pas facile. Donc nous on le fait en interne. Pour cette raison-là. Et ensuite, une fois qu'on a ces gens dans le pipe, on va avoir un process qui est assez exigeant, en tout cas, surtout quand tu parles d'un marché franco-français. Alors, je sais que ça change un peu parce que maintenant, en effet, les gens ils sont un peu averses au risque et ils veulent pas recruter pour voir que ça va pas. Mais on a un process qui est assez long, en tout cas, vu de l'extérieur, avec 4 interviews techniques et 2 interviews cultural fit. Donc c'est un process assez long, mais qui nous permet vraiment nous focus sur 2 axes. Le premier, c'est l'expérience, la connaissance, quoi, vraiment. Donc ça, évidemment, si on a quelqu'un qui est ultra senior dans les sujets qu'on a besoin, pour nous, c'est une plus-value. Et ça nous empêche pas non plus. Enfin, on essaie de pas se fermer à que ça, parce que ça ferme vachement le pipe. La deuxième chose, mais qui est beaucoup plus compliquée à tester, c'est ce qu'on appelle la learning curve, l'appétit, le côté problem solver, parce que encore une fois, on est face à des problèmes qui sont pas, j'ai pas de prétention de dire que c'est personne ne les a jamais solve, mais c'est pas des problèmes que tu vas juste trouver en premier résultat d'une recherche Google. Enfin, la réponse, ce sera pas en premier résultat d'une recherche Google. Et donc, du coup, arriver à trouver ces gens-là qui ont vraiment un esprit très cartésien, très logique, c'est quelque chose qui est super important pour nous, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place avec c'est ce qu'on a mis en place avec notre process de recrutement, quoi. Ok, donc tu recrutes avec une barre très très haute, Ouais. et tu mélanges finalement un peu l'équipe tech avec pas de titre. Voilà, ça casse un petit peu les barrières, et du coup ça permet d'échanger. Il y a un niveau très international, donc effectivement du coup un champ beaucoup plus large, donc une compétition et un niveau d'expertise qui augmente, et une barre moyenne, un benchmark qui augmente. Exactement. Et c'est d'ailleurs très, pour la petite histoire, c'est très compliqué au début parce que notamment les recruteurs, je sais que typiquement Erwan, donc qui s'occupe de recrutement chez nous, les premiers mois ont été compliqués parce qu'en fait, il est face à des chiffres qu'il a jamais vus. C'est-à-dire, il va peut-être contacter 1000 personnes et on va même pas faire une offre à une personne de ces 1000 personnes, toi. Et en fait, au début, d'un point de vue recrutement, tu te dis, attends, je suis tombé dans quelle boîte? Et en vrai, il a raison. Il a raison, mais dans le même sens, le fait qu'il soit en interne, je peux lui expliquer, regarde, si je baisse ma barre d'un point de vue engineering ou si je baisse ma barre d'un point de vue produit, tu n'auras pas ce genre d'expérience, tu n'auras pas ce genre de produit, parce que si je descends ma barre engineering, les gens seront en fait perdu face à ce que le design va te sortir, toi, ce que je te disais, où en fait on est en mode what the F, comment je vais implémenter ça, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place et tout. En fait, si on est face à des gens qui n'ont pas la barre technique assez haute, ils seront pas capables de trouver une solution à ça. Et donc du coup, au début c'est un petit peu difficile pour eux, mais au moins le fait qu'ils soient en interne, on peut les accompagner pour vraiment expliquer pourquoi on cherche ce genre de profil et comment les trouver, quoi. Alors, retournons le sujet. On a Bien plein sûr. de développeurs dans le live. Comment tu te fais un plan à 5-10 ans pour devenir cet anti-Lego développeur, et tu builds ta carrière, ta learning curve, tes réflexes, ta culture
pour faire partie des peut-être 1 sur 1000 qui peuvent rentrer chez Amo et vraiment avoir une trajectoire stellaire, être entouré vraiment d'ingénieurs un peu très très instruits, expérimentés sur leur domaine. Tu donnerais quoi comme conseil à un dev junior ou confirmé, ou même senior d'ailleurs, hein, Ouais, bah de pour façon entamer cette générale, trajectoire? pour moi, il y a un truc, hein, c'est en fait cette soif d'apprendre. Enfin, il faut vraiment jamais s'arrêter. J'ai beaucoup de gens dans l'équipe, ils arrivent le matin, ils sont déjà là à 8h30 et ils commencent par lire pendant 30 minutes un bouquin sur, je sais pas, les internals de Linux ou sur. Enfin, moi, toi, je suis sur Google. Enfin, je vais vous montrer mon dernier bouquin. Let's go. Vous l'avez, ok, mais franchement, très très bien. Code Health, donc qui est évidemment en anglais, donc faut pas avoir peur de lire aussi des ressources en anglais parce que de toute façon les meilleures ressources malheureusement elles sont souvent dans d'autres langues que le français. Mais voilà, pas hésiter à avoir un bouquin tout le temps sous la main pour dès que tu as 30 minutes se plonger là-dedans. Donc ça, c'est vraiment le première soif d'apprendre, toujours aller plus loin que ce qui est là, voilà, d'essayer de rentrer dans la brique à chaque fois. Genre, en fait, si tu comprends pas ce qui se passe dans la brique, tu pourras pas optimiser ce que cette brique fait, quoi. Donc je reviens encore à ce Lego, mais vraiment, pour moi, tout se base là-dessus. Et puis ensuite, bah, il y a quand même soyons honnêtes, je pense qu'il y a aussi une part de travail, toi, d'être exigeant, insistant, savoir en fait un peu se faire violence aussi parce que des fois c'est un peu dur. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui permet quand même de savoir se dépasser et d'arriver dans ce mindset où tu vas vraiment être en croissance tout le temps, quoi. Ouais, c'est avant tout une exigence vis-à-vis de soi-même suffisamment longue pour pas lâcher, continuer à progresser Oui. et devenir vraiment expert dans ton domaine. Ouais. Et Il pas y a hésiter à se confronter aussi, parce que vraiment, c'est ça que j'insiste, mais se confronter enfin, dès que tu vas, enfin, je caricature un petit peu, mais c'est un peu comme quand tu commences à jouer, j'adore jouer à Mario Kart, tu joues à Mario Kart chez toi tout seul, tu finis toujours premier, ouais, bah voilà, je suis le meilleur, bah ouais, mais sauf que dès que tu arrives en ligne, là, tu découvres des gens, Yes. en fait, ils me mettent un tour dans la vue, et j'avais rien vu, et je pensais être bon, mais en fait, non. Bah, c'est vraiment ça, en fait, dans le travail, c'est la même chose. Il faut savoir se confronter, en fait, au meilleur pour arriver à être le meilleur, quoi. Donc, Ouais, et un point très basique aussi, mais du coup, faut se mettre sur un game international. Donc, l'anglais, il faut vraiment le développer. ouais. Du coup, aller chercher des ressources en anglais, puis avoir la Oui. capacité à bosser avec des équipes internationales. Il y avait Aminata qui demandait d'ailleurs, est-ce que vous avez une organisation plutôt full remote ou vous Ah, faites venir les gens en ouais, présentiel à Paris? excellente Comment ça question. fonctionne? Ouais, bah alors ça, c'est aussi un point. Donc en fait, nous, on ne fait pas de remote du tout. On a tout le monde on-site sur Paris, donc nos bureaux sont à côté d'Opéra. Et tous les gens du coup qui viennent de l'étranger, en fait, ils sont à Paris, ils ont tous relocate à Paris. On les accompagne évidemment sur la relocation avec un mois, voilà, où on va payer le Airbnb, ensuite on va aider les gens à trouver des apparts, les aider à toute la paperasse parce qu'on se rend pas compte de ça quand tu es français, mais tout ce qui est imposition, sécurité sociale, enfin voilà, tout ça, on les accompagne évidemment là-dessus. Et puis on leur donne aussi des cours de français, donc toutes les semaines Trop ils ont bien. des cours de français. Mais donc ouais, pour nous c'est important. C'est assez lié un petit peu à notre façon de travailler. Donc on est beaucoup en fait aujourd'hui, même si on avait des gens, on a quelques gens en remote, mais pour eux c'est pas facile parce qu'en fait on n'a pas une culture de l'écrit. On a une culture très orale, très machine à café, je dirais. Et donc Ok. du coup, ouais, en fait on est vraiment une boîte on-site, quoi. Je pense qu'on Soyons peut honnêtes. rajouter un badge d'honneur à Erwan pour arriver à trouver des profils internationaux, les rapatrier à Paris, Exactement. les convaincre d'apprendre le français. Félicitations, ça va être un tueur littéralement. Après, Euh, les convaincre d'apprendre le français dans les faits, c'est plus hors de la boîte parce que dans la boîte, tout ouais, le monde parle anglais. Donc, c'est plus quand ils veulent après. Et à Paris, ils sont quand l'intégration. même assez tranquilles. Voilà. S'ils seraient au fin fond je sais pas, d'un département français, je pense que ça serait plus compliqué pour eux de ne pas parler français. À Paris, tu t'en sors très bien. Ouais, c'est clair, Mm. c'est clair. Bon, on approche un peu de la fin. Il y avait énormément de questions, donc n'hésitez Ouais. pas à reconnecter avec Cyril, peut-être sur LinkedIn. Il y a eu plusieurs questions sur est-ce que vous monétisez déjà Amo? Est-ce que vous Ouais. avez déjà un business model ou vous êtes pris money, comme on dit dans le game? Bonne question. Non, aujourd'hui, on ne monétise pas. Je pense que ça ne saurait tarder. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur une phase de monétisation, non. Top.
Bah, c'est clair. J'avais vu aussi un petit message, je trouvais de Benoît qui était une assez bonne phrase. Les designers nous emmènent sur la Lune, les ingénieurs nous ramènent sur Terre, Ah, avec quand même, enfin, je te laisse réagir du coup, Cyril, mais le fait que justement les ingés chez Amo, ils ne travaillent pas forcément que sur Terre, ils peuvent t'emmener sur Uranus ou oui, ailleurs. non, non, on met des limites, mais enfin, on peut reparler par exemple de la carte, parce que je crois qu'il y avait une question là-dessus tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'on a nos propres codecs et tout? Non, on n'a pas nos propres codecs aujourd'hui, mais peut-être ça arriverait. Je donne un exemple sur la carte où on a des limites de Google Maps, parce que chez Zenly, on était arrivé à un point où en fait, on a fait notre renderer de carte nous-mêmes, quoi. Parce qu'en fait, ça permettait de placer des arbres, des voitures et tout sur la carte et d'être beaucoup plus immersif que si on utilisait juste Google Maps ou Mapbox ou peu importe le framework en fait de Carto. Il n'y en a aucun qui nous permettait d'avoir notre carte à nous, quoi. Et c'est là où je pense que ça se distingue, c'est par rapport à une boîte classique où effectivement il va y avoir des demandes complètement dingues et le but des ingés va être vraiment de faire redescendre vraiment sur Terre les attentes. Vous, en fait, vous avez quand même ce prisme de dire, ok, mais attends, mais et si on avait un moyen d'y arriver complètement, quoi, et donc d'aller explorer un champ des possibles techniquement qui va bien au-delà du standard, on va dire, qu'on voit aujourd'hui dans les boîtes tech. C'est ça. Trop bien. Ah bah écoute, merci énormément. Il y a eu vraiment beaucoup de Ah, il réactions. y a Je plein de vais questions, essayer du coup, de on n'a pas eu le suivre, temps. mais 1000 questions. Peut-être qu'on pourra se les refaire en replay. De toute façon, on vous envoie à tous le replay si vous avez raté un bout. Je vois qu'il y a des gens qui demandaient qu'est-ce qu'un Lego Dev. Peut-être Désolé. qu'on n'a pas donné la définition exacte. Mais Tu non, il n'y en saurais a nous pas, définir. en fait. Il n'y en a C'est pas. dans Ouais. ma tête et j'arrive pas à le décrire. L'article arrive bientôt, je pense. En tout cas, je te recommande fortement. Je pense que ça C'est vrai que intéresserait ça à fait du certaines lobbying réactions. dessus. Et Pierre-Marie qui dit à moi le think outside the box original. C'est un peu ça. Est-ce que tu veux laisser un peu tout le monde sur. Il y a encore 100 personnes en live, ça fait plaisir. Tout le Est-ce que monde je peux, sur un peu au un mot de pire, la fin. est-ce que je peux rester, je sais pas, je connais pas l'outil, mais est-ce que je peux rester, peut-être répondre à certaines des questions? Je sais pas s'il y a encore des questions, je peux peut-être rester dans le Ouais, bien chat. sûr, Ça carrément, marchera. carrément. Ok. On peut laisser Je peux tourner faire 5 ça. minutes Mm. et puis répondre à tout le monde. Est-ce que pour ceux qui doivent aller aller déj, tu veux les laisser sur un conseil, une méditation philosophique, un Non, non, recommandation de non. Enfin, bouquin? en vrai, moi, tout ça, encore une fois, c'est une approche qui fonctionne pour nous. Mon expérience montre, en tout cas personnelle, montre qu'il faut s'adapter, surtout à la boîte dans laquelle tu évolues. Et quand je dis ça à la boîte, c'est évidemment aux utilisateurs que tu as, à l'écosystème dans lequel tu évolues, le marché sur lequel tu évolues, les gens que tu as dans la boîte aussi. Toi, ça sert à rien d'aller faire de la tech qui va très loin là, si en fait tu n'as pas les gens, les profils qui sont capables de gérer ça. Donc vraiment juste faites ce qui est important, enfin ce qui marche pour vous, voilà, et adaptez-vous pour faire le meilleur de ce qui marche pour vous. Et essayez pas de recopier ce que vous avez lu qui marche bien chez Netflix ou chez Google. Voilà, dans l'engineering, on parle souvent de Google, mais comme étant le modèle, sauf que je donne un exemple, mais Google, là, ils ont la scale qu'aucune autre boîte sur Terre n'a. Donc, est-ce que toi, tu auras ces problèmes-là? Peut-être, enfin, je te l'espère, j'espère pour toi, mais tu les auras pas avant plusieurs années, quoi. Au moins 10 ou 15 ans. Et si tu y arrives, bravo, parce que. Donc, ouais, faites vraiment ce qui est important et enfin, ce qui match dans votre use case, quoi. C'est ça qui est important pour moi. Merci énormément. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part, Cyril? Il y a un endroit où tu es actif, Twitter, X, Ouais, je suis actif LinkedIn. encore sur X, sur Blue Sky aussi, très peu sur LinkedIn en vrai, mais donc voilà, vous pouvez me suivre au moins sur Twitter, enfin, X pardon, Cyril Mottier, tout simplement. Trop bien. Cyril Mottier. N'hésitez pas à dire un peu dans le chat ce que vous avez kiffé de ce live, le mot-clé avec lequel vous repartez ou le précepte. Et puis Cyril, si tu veux mettre ton blaze X dans le chat pour tout le monde, que les gens qui veulent te follow puissent le faire. Et Ouais, on va rester du coup 2 minutes Cyril va scroller du coup sur les questions pour essayer de faire un peu un fireside réponse sur les questions en suspens. Merci à tous si vous devez partir. Et puis, on se retrouve très vite sur un prochain live TPC. top, merci encore à toi Mathias. Merci Cyril. Et puis, à toi. Il y a beaucoup de gens qui te remercient du coup dans le live. Je Ouais, te laisse. merci à tout le monde, désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions. Grave. Écoute, peut-être la meilleure manière, c'est ouais, si tu as envie de scroller et de répondre à quelques questions en live, il n'y a pas de Ouais, souci. Je peux laisser le live tourner et puis on coupera pour le Gabriel, replay. alors Gabriel demandait d'autres exemples. Bah, j'en ai, moi, Duolingo, Retro, enfin voilà, comme ça qui me sortent juste des exemples enfin Duolingo aujourd'hui, c'est une app pareil en termes d'UX incroyable. Et heureusement qu'ils le font aussi parce que c'est ce qui permet l'engagement en fait, hein. Sinon, tu vas pas passer ton temps à apprendre. Enfin, ça te force ou ça te motive à apprendre encore plus grâce à leur UX.
Est-ce que vous avez assez de recul pour savoir si la recollage marche vraiment du point de vue culture sur le long terme? Non, je dirais Aminata, désolé, on n'a pas assez de recul, on a 2 ans, on a une boîte qui a 2 ans et demi, c'est compliqué. J'ai une question, je suis un jeune diplômé, 5 ans d'expérience avec gestion de produits, je prépare la certification PSPO1 Scrum. Malheureusement, je ne la connais pas, donc désolé Aditya. Et plus globalement, sur les certifs, c'est quelque chose qui, tu vois, a un impact? Moi, en gros, je considère, mon approche de l'ingénierie ou de l'école d'ingénieur, ça a été vraiment juste d'apprendre à apprendre, mais j'ai rien appris à l'école d'ingénieur qui m'a permis de faire ce que je fais au quotidien. En fait, vraiment, c'est juste avoir ce mindset, encore une fois, que je disais au début, qui est d'être un problem solver et de comprendre rapidement les choses, quoi. Et je trouve que c'est ce que doit faire une école. Il n'y a pas des backgrounds que d'excellence dans ton équipe tech aujourd'hui. Il y a des gens un peu Non, on va avoir. Alors déjà, c'est compliqué de comparer parce que je vais vous donner des écoles russes et on les connaît. Enfin voilà, tu les connais pas. Mais globalement, si je devais caricaturer, même chez Zenith, on avait un peu ça. On avait une dualité entre des profils plutôt polytechniciens, normaliens, voilà, donc qui sont très super rigoureux, voilà, qui peuvent solver des problèmes mathématiques très compliqués, et des profils plus 42 épithèques qui eux vont être juste des tueurs en termes d'ingénierie, quoi. Vraiment, ils peuvent cracher un truc et montrer que quelque chose qui te paraissait impossible, en fait, est possible en une nuit. Par contre, ils vont faire que 80% du chemin. Et le chemin, c'est pas grave s'il est dégueulasse. Le polytechnicien, il va prendre plus, je caricature encore une fois, il va prendre beaucoup plus de temps. Par contre, le chemin va être très propre et il va solve généralement 100% du problème. Et donc, en fait, il faut des deux parce que dans une startup, si tu n'as que des polytechniciens ou des normaliens, ça va peut-être pas aller assez vite, quoi. Par contre, ça va scaler. Je sais pas, les non-titres ne posent pas de problème en termes de prise de responsabilité, pas du tout. Au contraire, personne n'a de titre. De toute façon, c'est plus tu fais, plus en fait tu fais avancer la boîte. Et donc, ça n'empêche pas, je répète, c'est pas parce qu'on n'a pas de titre qu'on n'a pas de différence de salaire. Dans les faits, c'est ton impact dans la boîte qui va changer le salaire. Avez-vous une culture full remote pour ce recrutement? Non, donc ils sont relocate. On a dit comment maintenir ce profil d'engineering qui est, si je comprends bien, tech produit pointu sur le long terme. Alors ouais, on n'en a pas parlé, mais nous, donc on est une boîte qui est très 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 dogfooding et très en fait, tu dois être acteur de ton produit et utilisateur de ton produit. Donc, on a évidemment du dogfooding. Enfin, il n'y a pas une personne dans la boîte qui n'a pas le produit et ne l'utilise pas au quotidien. Je crois que si je regarde, moi, je crois que ça fait... je l'ai ouvert l'app tous les jours depuis 123 jours, 154 jours. Voilà. Donc, c'est pour te montrer que j'utilise mon produit. On a aussi un système de feedback loop très rapide. Donc, c'est-à-dire que en fait, dans plusieurs boîtes, tu as des nightly. Donc, tu vas attendre toutes les nuits, tu vas avoir une version de tout ce qui a été fait dans la journée. Nous, on a en fait 100 à 200 nightly par semaine. Je crois que j'ai compté hier, on en a eu 26, 22 avant-hier. Et donc, du coup, forcément, tu es forcément sur la dernière feature. Et donc, tu peux utiliser directement, faire des retours sur la dernière feature qui a été implémentée. Avec notamment un système où tu fais juste un screenshot dans l'app et automatiquement ça trouve un formulaire qui te demande de dire, tu peux mettre un titre, une description, dire tiens, j'aime pas cette feature ou je pense qu'il faudrait ça, et ça fait un ticket linéaire direct et du coup on a automatiquement une feedback loop qui est très rapide. Et pour même un petit peu incentiver à ça, on a un dashboard en interne des plus gros contributeurs de ces reports là, voilà. Et on a des gens qui sont autour de 20 à 30 rapports par semaine. Donc, c'est pour vous montrer que ça fait beaucoup de volume d'un point de vue linéaire, mais ça permet surtout d'avoir cette feedback culture et cette exigence personnelle et collective, quoi. Tu me coupes quand tu veux, hein, Mathias. Non, t'inquiète, moi j'ai encore 5 minutes, donc vas-y, scroll autant que tu veux. Et puis, c'est marrant, il y a encore 80 personnes, on a gardé plein de gens. Elle est top d'ailleurs, votre carte, surtout le mode tracé avec les tailles, ouais, ce qu'on appelle la scratch map. Donc ça, voilà, pareil, scratch map, on ne se rend pas compte, mais juste l'indexing d'une carto, donc on utilise H3, un truc qui est fait par Uber, mais on a réimplémenté nous-mêmes la lib H3, avec un mec de chez nous qui a réimplémenté la lib H3 parce que l'implémentation d'Uber, elle n'était pas assez rapide pour nous, et donc du coup, on a réimplémenté en full Rust, et voilà, donc c'est pour montrer encore une fois qu'on est obligé des fois d'aller dans la brique et de faire la brique nous-mêmes, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, j'adore aussi ce truc de scratch map. Est-ce qu'Amo conçoit un codec? Maintenant, on en a parlé. Chez Amo, est-ce que les ingénieurs contribuent parfois aux idées créatives du produit? Ouais, ça se passe souvent en fait via soit les fameux reports là que tu peux faire directement in-app,
soit via le Slack. En fait, on a un channel product design, et donc dès que tu as des idées, il faut surtout pas hésiter à les partager, parce que souvent les products, ils vont utiliser cette idée, potentiellement la changer et tout, mais ça va mettre directement une petite semer un peu la graine, quoi, et faire en sorte que ça intervienne. Il y a aussi des fois des initiatives d'ingénieurs qui font complètement une feature de bout en bout sans même en avoir parlé. Et en fait, on value vachement ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça, c'est énorme. Sur l'approche changer de product, comment vous faites pour déterminer le core MVP pour tester vos idées? Exemple, sur ID, votre first app, c'était quoi le bet? Alors, c'est vrai que dans le social, comme on a souvent besoin d'être un peu unique, il y a aussi cette propension à faire sans vraiment avoir de demande des utilisateurs. Toi. Je résume toujours un peu ça à ça, mais je suis pas sûr qu'il y aurait eu un iPod si Steve Jobs avait écouté les utilisateurs, toi, parce qu'en fait, ou un iPhone même, à l'époque, en fait, tout le monde était satisfait de son téléphone, son BlackBerry, son machin. En fait, quand tu veux dépasser un peu ça, tu es obligé aussi de faire des bêtes. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec ID, qui aujourd'hui est nommé Sugar, donc qui a un petit peu pivoté, mais qui est passé du Canva moodboard social à du messaging toujours moodboard-like social. Et c'est vraiment souvent des bêtes. En fait, chez nous, c'est en mode, on voit un petit peu la tendance, on regarde un peu nos usages sur Amplitude, et on voit où les gens ont des besoins, mais ça vient pas vraiment des user tests. Ce qui vient beaucoup des user tests, c'est plus l'expérience, elle n'est pas bonne, ça, c'est pas clair, c'est pas compréhensif. C'est plutôt ça qui va venir des user tests en général. Je remonte, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Ouais, on a fait le tour. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés en bas, du coup. Moi, génère-t-elle des revenus? Très bonne question. On ne génère pas de revenus aujourd'hui. On a moins de 2 ans, on n'a pas de, comme je le disais, on n'a pas cherché à faire de monétisation. Après, dans le social, c'est assez classique. Hein. Le social, c'est d'abord te construire une user base. Et une fois que tu as des millions, dès que tu as des millions de DAU, c'est plus facile de monétiser. Parce que quand tu as des millions de DAU, si tu ramènes 1 euro par DAU, je vous fais le multiplicatif, il va vite, quoi. Des ressources pour continuer à apprendre en tant que PM, il y en a plusieurs, hein, mais vraiment tous les bouquins. Là, je vous en ai donné un d'engineering, mais tous ces bouquins, alors je ne les connais jamais là. Ils sont juste dans ma bibliothèque à côté, mais je vous jette toujours le nom. Ouais, n'hésitez pas. On enverra une photo en commentaire du replay avec ta bibliothèque où on peut zoomer suffisamment pour voir les titres. Utilisez-vous Rive ou Lottie? Très bonne question. On ne fait pas de Rive ni de Lottie sur Android aujourd'hui. On le fait tout à la main parce qu'en fait, le poids de l'application est aussi une variante pour nous qui est importante. Et Lottie, c'est assez lourd et ça permet de faire que du vectoriel. Et on a quand même des choses qui sont plutôt réalistiques. Et Rive ou Rive, je ne sais pas comment on dit, le poids de l'application étant gênant, pour l'instant, on a tout fait nous-mêmes avec Compose. Et par contre, on fait du Rive sur iOS un petit peu. Allez, je pense que c'était la dernière question. Et on est encore 65, ça fait plaisir. Plus quelques dizaines entre YouTube et LinkedIn. C'était trop drôle. On a testé plein de trucs aujourd'hui, le chat ouvert, rester pour le Q&A. Donc merci Cyril, ça correspondait vraiment au thème. Comment est-ce qu'on sort un petit peu du cadre, quoi. Donc j'ai adoré cet échange. J'espère que tu as passé un bon moment avec tout le monde aussi. Un très très bon moment, franchement c'était cool. Désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes ces questions, et puis désolé aussi si j'ai choqué certaines personnes avec des choix qui sont un petit peu hors des sentiers battus, mais c'est aussi ce qui pour nous fonctionne, quoi. Mais ouais, ça se fait dans le respect et toujours l'intérêt d'échanger sur des pratiques qui justement sont pas les mêmes, donc permettre d'ouvrir un peu le champ, quoi. C'était trop cool. À très bientôt Cyril, merci à tous, beaucoup. bon déj, Ciao. et puis on se retrouve vite. Salut. À plus.